Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Après une première rencontre il y a 2 ans, j'ai voulu recevoir à nouveau Charles Berville, docteur dans le domaine de l'énergie, l'environnement et le changement climatique. Il travaille notamment sur les édifices durables et les villes résilientes. Et il est l'un des membres fondateurs et actuel président de l'ONG Climatosphera. Charles Berville, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois au Micro du Soir. Bonsoir. Toujours un plaisir de... C'est un plaisir pour nous également. Alors, j'ai tenu à vous inviter à nouveau, suite évidemment à 2 événements internationaux importants qui viennent de se clôturer et qui ont un lien direct avec vos activités. D'abord, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui a eu lieu du 21 octobre au 11 novembre à Cali en Colombie. Puis la COP29, la conférence sur le changement climatique qui s'est tenue du 11 au 12 novembre à Bakou en Azerbaïdjan. Alors nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce qu'il s'est passé lors de ces 2 événements, ni analyser leurs conclusions. Ceci étant, il semblerait qu'une fois encore, les expectatives aient été un peu déchues et que les discours ne seront pas véritablement suivis d'actes par manque de mesures contraignantes. Qu'en pensez-vous? Quel est votre ressenti suite à ces événements sur des sujets qui vous concernent particulièrement? Il y a quelques années, j'étais un peu, dirons-nous, déçu à chaque COP. J'avais l'impression que c'était un peu inutile. À part celle de 2015, c'est surtout des beaux mots et peu d'action derrière. C'était mon point de vue avant. Après, je me suis dit que c'était quand même bien ces COP parce que ça permettait qu'on en parle à l'échelle internationale. C'est super que ça se fasse tous les ans ou tous les 2 ans, par exemple, pour les COP sur la biodiversité. Et c'est essentiel qu'on en parle. C'est vrai que les dernières, surtout les COP, pas les COP sur la biodiversité, mais les autres ont été faits dans des pays et dans des pétro-États. Donc c'était un peu, un peu bizarre de faire ça dans des États qui n'ont pas vraiment la volonté d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a vu cette année en Azerbaïdjan, où ils ont fait tout leur possible pour jouer la montre, dirons-nous, jusqu'à dernière minute, où la elle n'était pas très intéressante, du moins pas très intéressant pour les pays qui souhaitent un changement. Et il n'y a même pas eu d'accord de tous les pays, finalement, sur le dernier document qui a été signé en Azerbaïdjan. Et c'est un peu la même déception, voire pire, je pense, sur la COP sur la biodiversité. Parce que si je me trompe pas, il n'y a même pas eu d'accord. Sur les COP normales, c'est au vote. Par contre, sur la COP sur la biodiversité, on fait un consortium et si tout le monde est d'accord, on la vote dans le document final. Et il s'avère qu'en Colombie, sur la COP sur la biodiversité, il n'y avait plus le quorum suffisant pour pouvoir voter le document final. Et finalement, la majorité des participants étaient déjà rentrés chez eux en avion et ils n'ont pas pu signer le document final de la COP sur la biodiversité. Et finalement, ces 2 COP étaient très axées sur les financements. Donc les pays riches, Europe et le reste, mettaient l'accent sur ça. Finalement, que oui, on en oublie l'importance des COP. On pense à l'argent et au financement. Mais finalement, sans financement, les pays les plus frappés par les changements climatiques ou l'érosion de la biodiversité ne peuvent pas faire grand-chose. Donc les 2 COP avaient beaucoup de financement. Je crois que c'était autour de 200 milliards les attentes pour la COP sur la biodiversité des pays pauvres et autour de 1,3 milliard pour la COP. Et finalement, ça a été 300 milliards pour la COP et rien sur la COP sur la biodiversité. Donc c'est 5 fois plus petit budget final par rapport aux attentes. Donc c'est décevant. D'autant plus que il y a quelques mois, le World Wide Fund estimait avait plus ou moins bien calculé, on va dire, que 70%, plus de 70% de la biodiversité avait disparu sur les 70-80 dernières années. Hein, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Après, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages. On en perd généralement le public en sortant toujours des pourcentages. Mais en effet, on peut dire que une bonne majorité de la biodiversité est en disparition. Je crois que c'est ce matin, justement, j'ai écouté une radio française et il parlait que les arbres aussi commencent à être en voie de disparition.
Donc c'est pas que les animaux, c'est aussi les espèces qui sont en voie de disparition, les espèces de plantes, les espèces d'arbres. Et donc ça commence à faire peur. Et malgré ça, donc ça fait peur, mais ça fait pas assez peur pour qu'on prenne des décisions multilatérales, multinationales, à l'international lors de ce genre de grandes réunions. Vous parlez des arbres, ça me fait penser que il ne suffit pas de penser de replanter une seule variété d'arbres pour véritablement que le dioxyde de carbone puisse être bien absorbé. Il faut de la biodiversité, c'est-à-dire différentes aussi variétés d'arbres. Si on plante que des pins, c'est sur des surfaces importantes. Ça ne résout rien, même au contraire, ça appauvrit les sols, etc. Il faut plutôt protéger déjà les forêts qu'on a, qui sont des forêts assez âgées et beaucoup plus matures et qui séquestrent beaucoup plus de carbone et qui ont une biodiversité beaucoup plus importante que des forêts un peu plus récentes plantées en périphérie des villes en monoculture. En effet, ça n'a pas trop d'impact. D'ailleurs, c'est pas très résilient. Il y a pas le taux de succès de ce genre de projet n'est pas si important que ça. Donc c'est bien de le faire, mais c'est pas suffisant et on peut pas se vanter de faire ça. C'est pas suffisant finalement. Alors, d'un autre côté, il y a quand même, on va regarder l'autre côté de ce contexte. Il y a des avancées. On ne peut pas dénigrer, enfin vous me direz ce que vous en pensez, les efforts je pense à certaines multinationales qui font leur possible pour transformer leur dynamique de production afin qu'elle soit plus vertueuse et protectrice de l'environnement. Il existe par ailleurs beaucoup d'initiatives au niveau local, telles que Climatosphera, dont vous êtes le président, dont les médias ne rendent pas toujours compte, mais au final, ces clairières dans ce paysage plutôt décevant, est-ce qu'elles suffiront? Comment que-t-il, selon vous, dans le maillon, pour que la protection de l'environnement s'intensifie et se concrétise de façon plus globale? Donc, il y a plusieurs questions en une, mais au sujet des multinationales ou des grandes entreprises qui font un effort, c'est vrai qu'elles font un effort, surtout dans leur communication. C'est là qu'elles sont les plus fortes. Et d'ailleurs, on peut faire référence aussi pas aux multinationales, mais aussi aux pays. J'entendais récemment des critiques sur Lula au Brésil, qui est maintenant dit que c'est un président un peu qui fait du greenwashing, de la même manière que le font certaines multinationales. Ils vendent plus que ce qu'ils font finalement. Donc c'est bien de faire de la communication. Ça permet déjà de voir, de montrer à leurs employés, de montrer aux citoyens et il y a des actes quand même. Les grandes entreprises se bougent aussi. Il n'y a pas que du greenwashing, non? Il y a quand même il y a des actes. Ah non. Hein? Je commençais par une critique pour venir sur un point positif. Donc il y a beaucoup de communication. On peut la critiquer, ça peut être vu comme du greenwashing. C'est bien dans le sens où les gens voient que tout le monde se bouge, du moins à nouveau sur la communication, un peu comme nos États. Mais c'est vrai qu'ils font quand même des choses derrière. On peut pas faire que la communication. Maintenant, il y a de plus en plus d'organes de contrôle, très peu dans Roumanie par exemple. Mais en France, ils commencent à avoir des organes de contrôle ou des associations, des ONG, qui sont un peu la ligne rouge de notre démocratie, dirons-nous, et qui alertent quand des entreprises vendent plus. Il y a plus de belles paroles que de faits. Donc c'est bien. L'important, c'est qu'on avance tous et qu'on essaie de faire quelque chose. Si ça commence par les mots, c'est déjà mieux que rien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des multinationales qui commencent à prendre des actions et pas seulement financer. Pendant un moment, c'était surtout financer des petits projets, des plantations d'arbres et autres. Maintenant, ils commencent, pareil, dû aux nouvelles normes de RSE, CSRD et autres, à revoir leur modèle économique, du moins à nouveau sur le papier. Donc ils font des rapports et ils promettent qu'ils vont, comme les États, réduire leurs émissions jusqu'en 2030, 2040, 2050. Donc au moins ils font l'effort intellectuel de revoir leur modèle économique, leur modèle de business et leur portfolio pour certains. C'est déjà bien, c'est pas suffisant. Excusez-moi,
Je vous coupe, Charles Berville. En vous entendant, je crois me rappeler qu'à partir de 2025, il y aura, en tout cas au sein de l'Union européenne, des mesures très concrètes que les entreprises devront prendre pour répondre à des indicateurs sur l'environnement et la gouvernance et la société civile. Hein, je me trompe? Non, en effet, c'est surtout pour ça que les entreprises se bougent. C'est parce que l'Europe lance des directives assez innovatives, dirons-nous, ou assez pas drastiques. Même pour les entreprises, c'est vu comme drastique. Pour les personnes qui protègent l'environnement, c'est vu comme le minimum à faire. Et donc c'est l'Europe qui bouge, qui force et qui montre le pas, enfin qui espère montrer le pas. Donc en effet, les entreprises qui ont des sièges sociaux ou qui sont en Europe vont devoir suivre le pas. Et c'est très bien comme ça. Et ça permet d'avoir de créer des nouveaux jobs et des jobs assez intéressants. C'est toujours intéressant au niveau intellectuel de revoir des modèles économiques. Surtout que là, c'est pas que pour les changements climatiques ou autres, c'est pour le bien-être de l'homme. Et donc c'est pas que l'environnement, il y a aussi d'autres directives sur l'inclusion, la diversité et autres. Il y a plusieurs changements pour les entreprises dans cette direction. Donc c'est assez intéressant et holistique. Donc merci à nous avoir un petit peu donné votre point de vue sur ces questions qui sont assez larges. Maintenant, je vais revenir à votre je dirais votre cœur de spécialisation, et vous avez déjà prononcé l'adjectif résilient. Ma question est la suivante: qu'est-ce que c'est qu'une ville résiliente? Donc une ville résiliente, il y a plusieurs termes à la mode. Il y a les villes durables qu'on connaît depuis longtemps en France parce qu'il y a même des labels sur les villes durables, les écoquartiers et autres. Il y a les villes résilientes. Les villes résilientes, c'est plus des villes qui sont résilientes au changement climatique et résilientes aux catastrophes naturelles. C'est pas forcément durable, c'est juste elles sont résilientes. Donc elles sont prêtes, elles ont de l'adaptabilité. Donc, par exemple, on va parler d'avoir des surfaces plus perméables, avoir moins d'artificialisation des sols, et voir peut-être aussi pas que la ville qui est résiliente, mais aussi le bien-être des habitants. Ça rentre dans la résilience des villes, donc avoir de l'ombrage et autres. Et en plus, après, il y a les villes durables, c'est encore un autre terme, et là, c'est plus, on va revoir les modes de transport, l'efficacité énergétique des bâtiments, les consommations, la biodiversité. Et la résilience, c'est vraiment un terme qui a été à la mode ces derniers temps parce que on voit toutes ces catastrophes naturelles qui nous frappent et il faut qu'on s'adapte. Et donc c'est revenu à la mode ce terme de résilient dans les villes. C'est plutôt comme ça qu'il est appliqué et c'est plutôt comme ça que le voit aussi la Commission européenne dans tous ses financements qu'elle lance sur les villes résilientes pour le coup. Résiliente aussi au niveau de la sécurité alimentaire, par exemple, d'avoir de plus en plus de circuits courts, dirons-nous, autour de nos villes. Ça joue aussi dans la résilience. Il y a plusieurs facteurs, on ne peut pas se aborder, mais ça aborde aussi bien de l'efficacité énergétique que les circuits alimentaires autour des villes. Alors, je sais que vous avez notamment collaboré avec la mairie du secteur 2 de Bucarest, et donc pour rendre ce secteur plus en adéquation avec une ville durable et je suppose également résiliente. Faisons déjà un premier bilan avec, par rapport à ce travail que vous avez fait en collaboration avec eux. Je crois que je sais que la mairie du secteur 2 a changé de maire. Est-ce que vous continuez à collaborer avec eux ou ça s'est terminé? Est-ce que vous avez d'autres projets de collaboration? Donc on continue à travailler avec eux. Jusqu'à l'heure actuelle, le nouveau maire souhaite toujours continuer ce genre de projet. Dans tous les cas, c'est des projets qui sont financés par la Commission européenne sur plusieurs années. Donc, on a un premier projet Regeneration qui est sur un quartier autour de la zone Delphine-Louis, pas loin de Megamall par exemple. Et là-bas, on revoit les quartiers, on les repense, dirons-nous, du moins les espaces verts autour des bâtiments. Ça ne soit pas que de la pelouse qui n'est pas résiliente pour le coup au changement climatique et au stress hydrique durant ces étés chauds et peu pluvieux. Et on va plutôt penser
à des nouveaux espaces verts ou des nouveaux espaces multifonctionnels avec des stations de compost, parce qu'on a aussi un projet nommé Académie de compost, où on fait finalement, dirons-nous, du lobby pour le compost à l'échelle nationale, et on aide les mairies et les citoyens à installer des stations de compost et à lancer un réseau de compost citoyen. Excuse-moi de vous couper encore une fois. Pourriez-vous expliquer ce que c'est que le compost? Le compost, c'est assez simple. Beaucoup d'entre nous, on le connaît et on n'avait peut-être pas mis un mot sur ce process. Donc, si on est de la campagne, on sait sûrement du compost, c'est tous les déchets organiques que nous avons, les épluchures de légumes et autres, qu'on met sur un tas, en général, derrière la maison, et ça se composte. Ça se décompose sur le long terme et ça devient un engrais, de la terre fertile par la suite. En ville, on peut pas le mettre à l'air libre, donc on le met dans des boîtes en bois, par exemple. Donc c'est vraiment très simple et c'est pour ça que ça peut être un vrai succès. Ça permet de réduire déjà notre quantité de déchets et il suffit de 3 boîtes en bois finalement pour pouvoir stocker nos déchets, mettre de la matière, une fraction sèche, on appelle ça. Donc c'est du bois broyé qu'on ajoute à nos déchets organiques pour pas que ça sente déjà et pour que le compost se fasse bien. C'est vraiment très simple. Après, quand on a des grosses quantités, on peut avoir des composts mécaniques dans les villes ou en périphérie des villes. Par exemple, en France, maintenant, c'est obligatoire d'avoir des solutions de compost pour tous les logements. Donc, ça a permis d'avoir une croissance au niveau de l'innovation des citoyens sur comment faire du compost et que ça soit légal. Chacun dans son logement. Dans les petits appartements, on peut avoir des mini-composts aussi. Technique Bokashi, elle s'appelle. Donc, il y a vraiment une multitude de types de compost. Le plus simple, c'est vraiment de mettre nos déchets avec du bois broyé, nos déchets organiques, dans des boîtes en bois. Ils vont se décomposer sur quelques mois, maximum 6 mois. Et au bout de 6 mois, on peut utiliser ce terreau, dirons-nous, pour nos espaces verts. Et du coup, c'est pour les villes, c'est vraiment intéressant. Ça permet déjà de réduire l'apport en terreau extérieur, d'avoir du terreau local pour pour nourrir nos espaces verts. L'exemple, par exemple, l'exemple que vous avez pris du quartier, donc à côté du méga mall, où je crois qu'il y a pas mal de grands immeubles, comment, si vous pouviez nous aider à visualiser ce genre de boîte dont vous parlez, ça serait des espèces de grands containers où chaque habitant va déverser, enfin voilà la structure en fait, la logistique de l'utilisation du compost. Comment vous l'imaginez pour ce quartier-là? Donc pour ce quartier-là et pour les autres, dans tous les cas, on a fait une seule méthodologie pour que ça soit simple. On l'a même mis sur le site Académie de compost, pour le coup, pour qu'il soit un protocole de collaboration simple avec les mairies, pour pas que ça soit des boîtes différentes ou autres à chaque fois, que ça soit simple et contrôlé. Donc, c'est 3 boîtes en bois, elles font 1 mètre cube chacun, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc, ça fait 3 boîtes de 3 mètres cubes au total. Pour combien de comment ça marche? Personnes, grosso modo? Une trentaine de familles. Comment? Pour une trentaine de familles. D'accord. Et on le met techniquement une trentaine de familles qui vont tous composter, ou qui vont tous amener leurs déchets organiques, ce qui n'est pas vraiment le cas à chaque fois. Donc, techniquement, pour ce quartier-là, on va avoir des bâtiments communistes classiques entre 9 et 11 étages. On va déjà faire un test avec une station de compost, donc pour 30 familles, techniquement. C'est assez simple pour pas que ça soit utilisé pour mettre tout type de déchets. On les ferme techniquement et on met un code pour pouvoir les ouvrir. Et c'est seulement les citoyens qui ont été formés au compost et qui rentrent dans la boucle, finalement, dans la boucle WhatsApp, par exemple, qui vont aller composter dans un premier temps. Parce que sinon, si on les laisse à l'air libre... Est-ce que, donc vous dites qu'il y aura quand même une petite logistique à mettre en place avec des messages WhatsApp qui seront envoyés. Est-ce que il faudra utiliser, parce que ces déchets, ils les mettront d'abord dans des sacs plastiques, ou alors est-ce que vous allez fournir éventuellement des sacs je sais pas, en carton recyclable? Comment les habitants vont sélectionner leur compost pour les mettre dans ces boîtes?
Leur compost, nous on fournit pas ça. À l'heure actuelle, on fournit juste les boîtes et un appareil pour pouvoir remuer le compost, le bois broyé et autres, et toute la logistique qui est autour. Et par contre, pour les citoyens, c'est assez simple. Il suffit juste d'une boîte dans laquelle on peut mettre notre compost et le descendre dans le bas du bâtiment. Donc, ils peuvent le mettre dans un sac, ils peuvent le mettre. Moi, par exemple, j'ai une petite boîte en plastique dans laquelle je le mets, qui est hermétique. Pour ceux qui veulent le garder sur de plus long terme, il y a des boîtes avec des filtres en carbone pour pas que l'odeur sorte. Donc, il y a vraiment une multitude de solutions qu'on peut trouver dans tout magasin qui fournit des matériaux type jardinage et autres, ou même dans des grandes surfaces. Est-ce que le verdissement, notamment des toits, est en projet? Je sais que en France, notamment, et à Paris, je crois, ce sont des projets qui ont le vent en poupe. Alors, je ne sais pas si ça se concrétise, mais est-ce que le verdissement des toits est quelque chose qui est pensé à Bucarest? À l'heure actuelle, c'est pas trop pensé. Justement, on cherchait des financements aussi bien avec l'association Climatisfera qu'avec l'université de génie civil, où je suis encore chercheur là-bas. Il y a plusieurs défis en fait en Roumanie, mais il y a aussi un gros potentiel. Donc les défis, c'est les risques séismiques. Et pour faire des toits verts, on va rajouter du poids sur les toits. Donc on va rajouter du poids sur la structure du bâtiment. Et donc il faudrait faire des études de faisabilité structure pour être sûr que les bâtiments vont résister avec cette charge supplémentaire. Mais le potentiel, c'est qu'il y a énormément de toits plats à Bucarest et en Roumanie. Techniquement, tous les quartiers de bâtiments communistes ou même les nouveaux bâtiments qui se construisent, ils ont un toit plat. Et donc il y a vraiment un très gros potentiel. C'est encore très peu fait. En France, est-ce que c'est un succès ou pas? Je dirais que oui, il y en a eu de plus en plus. Ça permet d'être innovatif. Est-ce que c'est vraiment durable? Là, il y a plusieurs encore projets de recherche, dirons-nous, qui se recherchent sur ça, parce que ça demande quand même beaucoup de besoins. Il faut amener de l'eau sur le toit. Et d'entretien. C'est vraiment l'accès à l'eau et d'entretien. Mais à partir du moment où les citoyens, l'important sur les toitures vertes, c'est les citoyens qui doivent prendre en charge, dirons-nous, l'entretien du toit. Et si on le pense au niveau de Bucarest, ce serait le cas parce que la mairie ne va pas monter dans les bâtiments pour aller entretenir les toits. Donc il faut une bonne communauté autour pour pouvoir entretenir une toiture végétalisée. Et c'est pas suffisant de mettre juste une toiture végétalisée comme ils essayent sur certains grands malls. On peut voir à Bucarest où ils vont juste mettre du sédoum, on appelle ça. Donc une petite couche de terre avec un peu d'herbe qui techniquement à la première sécheresse, ça va jamais repousser et ça va pas être vraiment utile. Donc faire une toiture végétalisée, ça demande des connaissances. Et c'est très bien par contre, c'est essentiel, ça permet de ramener un peu de biodiversité. Si on va plus loin qu'une petite couche d'herbe ou de sédoum sur le toit, si on ramène plus de plantes, des jardinières et tout ça, il y a déjà des solutions. Techniquement, ce que nous on fait dans le bas des bâtiments, dans ce genre de projet avec la mairie, on a des bacs de culture. Et ces bacs de culture, on pourrait très bien les mettre sur des toits. Et il y a des très bons exemples à Paris, à Copenhague et autres de jardins urbains sur des toits. Plus qu'une toiture végétalisée, ce serait une toiture, un nouvel espace vert qui en ont grandement besoin à Bucarest, par exemple. On a peu d'espaces verts publics en accès. Il y a quand même au rez-de-chaussée, on voit qu'il y a des aménagements. C'est assez courant au pied des immeubles. On le voit souvent. Est-ce que vous encouragez, même s'il y a pas mal de balcons fermés à Bucarest, si on a un petit espace extérieur, à mettre des plantes assez résistantes, éventuellement des arbres si l'espace est suffisant? Ça, c'est quelque chose que vous encouragez? On peut encourager à ce sujet, bien sûr, mettre des plantes dans sa maison, sur son bâtiment ou sur son balcon, c'est très bien. Et, compenser notre empreinte carbone en plantant un arbre sur notre balcon. Mais le plus important, c'est sur notre santé mentale, je dirais. Les plantes à petite échelle dans nos appartements et sur nos terrasses et balcons, ça va pas forcément aider au niveau de la biodiversité, ça va plutôt aider notre santé mentale et nous reconnecter avec la nature qui peut par la suite influencer nos choix.
dans la vie de tous les jours. Parlez-nous, Charles Berville, maintenant de vos ateliers. Dernièrement, je vous ai souvent appelé pour organiser cet entretien et vous me disiez, vous vous excusiez parce que vous étiez en atelier. Alors expliquez-moi ce que sont ces ateliers. Déjà, c'est bien. Toutes les personnes à qui je l'ai dit vont voir que je suis assez transparent, donc je leur ai pas menti. Donc, on a beaucoup d'ateliers ces derniers temps. Les ateliers, c'est des formations, dirons-nous. C'est des ateliers sur le climat. Maintenant, on en a beaucoup, en fait. Avant, c'était vraiment faut concentrer sur le climat. On avait la fresque du climat, qui est un atelier assez connu. C'est joué par plus de 1 500 000 personnes à l'échelle mondiale. Donc, c'est un vrai succès. On s'est accrédité pour plusieurs ateliers type fresque du climat. Donc, c'est des ateliers en général entre 3 heures et 1 heure où on forme les gens sur différents domaines. Et donc, le premier qu'on recommande, c'est sur les changements climatiques, pour que les gens comprennent bien ce que sont les changements climatiques et ce qu'ils peuvent faire à l'échelle personnelle pour réduire leur impact sur l'environnement. Et après, on a toute une suite d'ateliers. Finalement, c'est un peu comme un parcours pour devenir... on l'a nommé justement dans le projet avec la mairie éco-ambassadeur parce qu'on essaye de le faire avec les mairies et les citoyens, pas seulement dans les entreprises. À l'heure actuelle, on va vraiment dans les entreprises parce que elles le souhaitent et elles en ont besoin. Donc, on commence par la fresque du climat, donc sur les changements climatiques, et ensuite on va sur différents ateliers un peu plus spécialisés, soit sur l'empreinte carbone. Donc, on a l'atelier d'automne où les gens peuvent calculer leur empreinte carbone et apprendre à la réduire jusqu'en 2050. Donc, il y a un software derrière, un calculateur, et on joue techniquement. On simule différentes actions qu'on peut prendre à l'échelle personnelle et collective pour réduire notre empreinte carbone. C'est assez connu, c'est un grand succès aussi. Surtout en France à l'heure actuelle, ils l'ont même joué ils ont même fait cette simulation sur France Inter, je crois. Pour toutes les personnes qui écoutaient, donc c'était assez intéressant. Et ensuite, on a toute une suite d'ateliers sur la vie zéro déchet, sur les frontières et les limites planétaires, sur l'alimentation. Il y a la fresque de l'alimentation aussi. Et on a environ une dizaine d'ateliers, ce qui permet d'avoir un parcours complet et que les gens soient bien sensibilisés. Et je dirais même plus que sensibilisés, ils sont équipés pour ensuite prendre des choix dans leur vie personnelle ou dans leur vie collective, donc s'ils sont impliqués dans des groupes civiques ou dans leurs entreprises. Et donc quand on va dans les entreprises, techniquement, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment changer la mentalité des gens et leur faire comprendre qu'ils sont pas au milieu d'un système où ils ne peuvent pas prendre d'action. Ils peuvent prendre d'action, tout le monde peut prendre des actions. Et nos actions personnelles, d'ailleurs, on dit que le problème des changements climatiques, il peut être réglé par nos actions personnelles à hauteur de 25%. Donc nous, ce qu'on fait, c'est jamais en vain. On peut régler 25% du problème parce que quand je prends de plus aller manger de la viande rouge, eh ben c'est la consommation de viande rouge qui va descendre et donc j'influence l'industrie derrière. Bien sûr, c'est pas moi tout seul, mais c'est moi, j'influence d'autres personnes autour de moi. Donc on peut régler 25% du problème. C'est vrai que le reste, ça dépend des pays, des entreprises et des actions collectives. Mais tout ce qu'on fait nous, c'est jamais en vain parce qu'on influence toujours quelques personnes autour de nous qui vont influencer d'autres personnes autour de nous. Et donc, c'est ce qu'on apprend finalement aux entreprises dans tous ces ateliers. Donc maintenant, on a un portfolio assez complet. Ça va des connaissances de base à la spécialisation et à l'action finalement, parce que à la fin, on propose aux entreprises d'aller plus loin. On vient juste d'avoir là un projet, donc une entreprise chez qui on a formé beaucoup d'employés au changement climatique, à l'empreinte carbone, à l'alimentation saine, nous a financé par la suite pour faire de la régénération urbaine. Donc on a sensibilisé les gens et ensuite on pourra les inviter à participer au chantier participatif pour qu'ils mettent aussi leurs mains dans des choses concrètes et que c'est encore plus plaisant, je pense. Et quand on voit une chose palpable à la fin et on peut être fier, on peut dire à nos enfants, à notre famille, à nos collègues que j'ai participé à ça, j'ai participé à la création d'un jardin collectif, à des îlots de fraîcheur ou à l'isolation d'un bâtiment ou autre. Il y a plein d'actions qu'on peut prendre et du coup, c'est la finalité de ce qu'on fait dans notre association. Donc on va de la conscientisation, de la sensibilisation jusqu'à l'action. Et on a maintenant plusieurs projets en parallèle sur ça. À l'heure actuelle, très focus sur la régénération urbaine et sur les villes.
Et sur l'énergie, on commence à avoir des ateliers. Un de nos collègues, Julien, je crois que vous aviez eu il y a quelques mois, Julien Deltor, a commencé à faire justement des systèmes énergétiques pas chers, donc low cost et low tech, avec très peu de technologie, donc très peu impactant sur l'environnement. Et ça, on commence à le faire aussi en chantier participatif techniquement. Tout le monde peut venir mettre la main pour ce genre d'événement finalement. Donc ça permet aux gens d'avoir un vrai parcours de la sensibilisation à l'action et pourquoi pas par la suite de venir avec nous et de sensibiliser et de prendre des actions locales et pourquoi pas nationales par la suite. Ça fait combien de temps que vous êtes en Roumanie, Scherberville ? Ça a fait 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans. La première fois que j'étais venu en fait, parce qu'après je suis reparti pendant un an, bref, un parcours scolaire entre la France et la Roumanie. Mais la première fois, c'était le 28 octobre 2024. Et c'était assez drôle parce que j'étais arrivé à 2014, l'UTCB, donc, vous voulez dire 2014, ouais. Oui, 2014, oui. Et donc je suis arrivé dans le quartier Tei, à la Cămin ce șapte, donc la résidence étudiante C7 qui est sur la Strada Oteșan dans le quartier Tei. Et 10 ans plus tard, le 28 octobre, le même jour, j'étais dans le jardin de la Cămin, enfin de la résidence C7, où on est en train d'aménager un jardin urbain avec les équipes de Discovery Channel Roumanie. Donc c'était la concrétisation de cette histoire. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, on espère que vous allez rester parce que des personnes comme vous, des individus qui viennent avec une expertise et je sais que vous êtes attaché à ce pays et donc des personnes comme vous, on en a véritablement besoin. J'espère que vous vous sentez bien entouré. Hein. Je crois que vous êtes bien entouré désormais en Roumanie, qu'il y a des Roumains et pas seulement des Français ou étrangers qui sont intéressés par ce que vous faites. En tout cas, j'espère que 2025 sera rempli de projets pour vous et que vous continuerez vos activités essentielles, Scherberville. Merci. Non, merci à vous et pour tout ce que vous nous avez dit. Je ne doute pas que vous reviendrez au micro du soir pour nous parler davantage de tous ces sujets ô combien cruciaux aujourd'hui. Merci Scherberville. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end. Et cela faisait un petit moment que je ne l'avais pas dit. Rappel de sécurité routière, si vous prenez la voiture et que vous partez en week-end, soyez très prudents. Les routes roumaines sont très dangereuses parce que souvent on roule trop vite en Roumanie. Voilà pour ce petit rappel. Merci à vous, Weekend Placut. Au revoir.